Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. 13h, voici les titres de ce matin. Dans le temps saint temps du carême, nous parlerons ce matin de la catéchèse, des actions et paroles pour rendre accessible le message à tous les âges. Nous avons été à la paroisse Marie-Immaculée des Parcelles Assainies. Le ramadan aussi est à nos portes, un mois de jeûne qui demande une nouvelle organisation de nos habitudes alimentaires. Comment s'adapter à l'alimentation pendant 29 ou 30 jours de diète. Toutes les astuces dans ce journal. Au chapitre des infrastructures, la route Louga-Keur-Montmarsa-Richard Toll est en pleine construction. 125 km de linéaire qui vont désenclaver plusieurs localités traversées avec des impacts économiques considérables. Et dans notre rubrique découverte, nous irons ce matin à Fès, au Maroc, au mausolée de Cheikh Ahmed Tidiane et la Zawiya qui demeure un lieu mythique et symbolique. Mais tout d'abord, nous allons parler des besoins en eau potable entre Dakar, Thiès et la Petite-Côte qui vont passer de 763 000 m3 jour en 2025 à 3 millions de mètres cubes jour en 2050. Annonce faite jeudi en marge de l'actualisation du schéma directeur de la SONES. Les besoins concernent la capitale et la Petite-Côte. Ahmadou Diallo compte rendu. Il représente à lui seul 80% des besoins en eau potable au niveau national. Le triangle Dakar-Thiès-Petite-Côte est une zone urbaine dynamique avec notamment la création de pôles urbains. Cette actualisation du schéma directeur de la SONES engage réflexions et actions pour une évaluation de la demande en eau potable. Il s'agit d'anticiper les besoins, mais aussi d'éviter et de supprimer les déficits. L'exercice a également pour but de faire le diagnostic des infrastructures. Quelle croissance de la production devrait-on assurer pour bien contenir la croissance ininterrompue de la demande en eau? Les premiers résultats des études réalisées sont du reste très édifiants. En effet, d'après les projections faites, les besoins en eau passeront de 763 000 m3 jour en 2025 à 1 800 000 m3 jour en 2040, puis 3 millions de m3 jour en 2050. Cette hausse des besoins en eau potable en croissance continue appelle bien des stratégies. Et dans une logique de couverture durable des besoins, tout en préservant les ressources vulnérables, les options de mobilisation seront basées sur une combinaison de sources différentes. Le fleuve Sénégal, directement ou via le lac de Guiers, le fleuve Gambie pour le traitement des eaux de surface douce et l'océan Atlantique pour le dessalement d'eau de mer. Le Sénégal a un statut de leadership en matière de gouvernance et d'accès à l'eau potable. L'exercice d'actualisation du schéma directeur a réuni autour de la SONES des acteurs du secteur, des experts, des députés, des représentants des collectivités territoriales et des partenaires. Et les résultats de cette étude, sans nul doute, fourniront une base solide pour l'élaboration de politiques et de stratégies efficaces visant à garantir un approvisionnement en eau potable sûre, fiable, mais aussi durable pour tous les habitants de la zone de Dakar et même plus. Et ceci donnera aussi un plan d'action pour tous les partenaires qui auront à intervenir donc, dans le futur. Cet exercice entre dans l'ordre d'une approche anticipative de gestion de la demande en service d'eau potable à travers l'élaboration d'un instrument de planification stratégique apte à prendre en charge les orientations sectorielles déclinées dans le plan Sénégal émergent. Et focus sur ceux qui sont chargés de la distribution de l'eau. Elle s'appelle Adama Diagne, ingénieure hydraulicienne employée à la CENO. Elle intervient en tant que technicienne en recherche de fuite sur le réseau. Son travail consiste à s'assurer de la bonne distribution d'eau entourée par une équipe dynamique. Ahmadou Diallo. Aussitôt arrivée au travail, elle s'empresse d'arborer le bleu de chauffe. Puis, elle rejoint le centre visio de la CNO pour recevoir les consignes.
Madame est ingénieure en hydraulique de son état. La jeune dame intervient à la CNO en tant que technicienne en recherche de fuite sur le réseau. Sur le terrain, elle ne rechigne pas à la tâche. Une vraie meneuse d'hommes. Notre boulot consiste à faire la recherche fuite, c'est-à-dire que s'il y a des fuites dans le réseau, on doit les détecter, surtout les fuites invisibles. Parce qu'il peut arriver qu'il y ait des casses sous chaussée, on ne peut pas les détecter à l'œil nu. Donc on est interpellé à faire des interventions, c'est-à-dire à poser des appareils sur le réseau qui nous permettent d'écouter le réseau. Après l'écoute des réseaux, on patrouille. On patrouille, on prend notre appareil pour voir les niveaux de bruit. Si le niveau de bruit est très élevé, on dit qu'il y a suspicion de fuite. Après ça, on prend un autre appareil qu'on appelle aquaphone. C'est à partir de l'aquaphone qu'on fait la détection. C'est un appareil acoustique, c'est-à-dire qu'on utilise des casques pour écouter le bruit. Elle est la seule femme dans le département recherche de fuite à la CNO. C'est un secteur stratégique de l'entreprise qui permet d'éviter les pertes de production et de viabiliser le réseau. La recherche de fuite permet d'assurer le rendement du réseau, éviter la baisse de pression et les manques d'eau chez les populations. Oui, c'est un peu difficile, surtout les travaux de nuit. Il arrive qu'on ait des travaux de nuit. Bon, c'est un peu difficile en tant que femme avec l'insécurité et autres. Mais on gère parce que bon, on est obligé parce que c'est le travail qui le demande. Réputée travailleuse, discrète et disciplinée, ses collègues voient en elle un modèle. En tant que supérieure et collègue, Adama, c'est déjà une femme très dynamique, rigoureuse, qui est tout le temps concentrée sur son travail. Elle est discrète surtout, très discrète, un peu effacée, dans un milieu qui est engorgé d'hommes, spécifiquement défini pour les hommes. Mais elle est une battante. Donc, nous sommes constamment satisfaits de son travail. Elle mène à bien son équipe. Travailler jour et nuit au service de ses concitoyens, tel est le sacerdoce de la jeune ingénieure. Avec rigueur, foi et détermination, elle continue à faire de son mieux pour apporter sa contribution à l'édifice de la construction nationale et rendre sa famille fière. Voilà, merci beaucoup Armando Diallo. Nous en venons au 5 ans de Carême avec la rubrique de ce matin qui s'intéresse à la catéchèse. Elle désigne l'ensemble des actions et paroles destinées à rendre accessible le message chrétien aux enfants, aux jeunes et aux adultes, bref, tous les âges. À la paroisse Marie-Immaculée des Parcelles Assainies, l'éducation de la foi est diligentée autour d'un aumônier qui supervise tous les enseignements qui sont dispensés par des laïcs en général. Philomène Constance Diagne, reportage. Ce samedi matin, le Père Pascal visite quelques catéchumènes au niveau de la chapelle des cours secondaires des Parcelles Assainies. À l'intérieur, on retrouve quelques-uns d'entre eux en plein encadrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, il dit je. Ensuite, continuez. Cette prière est une parmi tant d'autres qui doit être maîtrisée par tout baptisé. La pédagogie adoptée par le catéchiste semble bien réussir. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché. Hein? Il va nous expliquer c'est quoi pécher en pensée. Oui. Pécher en pensée, c'est quand tu penses mais quelque chose qui n'est pas bon. C'est quand tu penses quelque chose qui n'est pas bon. Tu connais un exemple de quelque chose qui n'est pas bon en pensée? Oui. C'est comme si tu jettes la malheur à ton meilleur ami en pensée. Dans une autre salle, des enfants en classe de CI qui commencent à peine leur éducation religieuse. Dieu est notre Père. Et son Père là, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il nous a créés et il a fait le monde pour nous. Il est grand. Dieu a fait quoi? Il a fait le... Terre. Il a fait le ciel. Et quoi encore?
Il a créé le monde. Oui, il a fait créer le monde. Il a fait le ciel. Il a fait quoi? La terre. La terre. À ce niveau, la tâche peut être difficile pour les formateurs, mais leur engagement à enseigner la parole de Dieu reste plus fort. Les parents en font, mais ce n'est pas assez. Ce qu'on leur donne ici, ce n'est pas ce qu'ils reçoivent à la maison. C'est pour les aider à mieux vivre leur religion, pour avoir une base, parce qu'ils ont besoin d'une base pour connaître la religion, qui est Dieu, comme on vient de le dire. C'est pratiquement soit des enfants qui n'ont pas été baptisés quand ils étaient bébés. Et ils pourraient être baptisés jusqu'à l'âge de 5 ans, mais à partir du CI, on leur demande de faire le chemin du catéchuménat qui dure 3 ans. À la fin de la troisième année, ils seront baptisés la nuit de Pâques. Donc, cette année, on a au moins 80 environ. La moitié au moins c'est des enfants de 10 ans, 12 ans comme ça, mais aussi des jeunes et des adultes, de toutes les ethnies aussi, qui préparent le baptême la nuit de Pâques. Et après, il y a tout le cycle de catéchèse du CI jusqu'en 5e, jusqu'à la classe où les enfants vont recevoir le sacrement de la confirmation. La catéchèse, on peut dire, c'est capital, parce que sans la catéchèse, ça sera difficile que notre Église avance. Et ici, souvent, nous avons des difficultés. Chaque fois, en début d'année, nous lançons un appel aux laïcs pour qu'ils s'engagent pour l'enseignement de la catéchèse, mais chaque fois, en fait, il y a peu de gens qui s'engagent. C'est pourquoi, même dans les classes, ça nous arrive souvent de manquer des catéchistes. Donc souvent même, ça nous arrive de regrouper des classes. Et c'est pourquoi nous lançons encore un appel en tout cas aux laïcs de s'engager, parce que les prêtres ne peuvent pas tout faire. Être catéchiste requiert cependant une bonne connaissance biblique et de la pratique religieuse. Catéchiste, c'est une formation, mais à la base, tout chrétien qui est baptisé, qui a suivi en tout cas la catéchèse, qui est baptisé, peut s'engager dans la catéchèse. Parce que ici, par exemple, à MIPA, si vous êtes nouveau, donc vous êtes encadré. Donc, on ne vous laisse pas comme ça, vous venez et on vous donne une classe. Donc, il y a un titulaire qui est là. Donc, vous êtes d'abord comme suppléant. À part ça aussi, nous avons des formations que nous organisons au niveau de la paroisse. Pratiquement autour de l'année, on peut avoir 4 à 5 formations où des gens nous apprennent sur la pédagogie catéchétique, nous apprennent aussi, disons des pères, nous apprennent aussi vraiment qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la catéchèse. À part ça, il y a les partages aussi qu'on fait avec les collègues. Donc tout cela, ça forme le catéchiste à pouvoir vraiment livrer son cours correctement. L'Église, en général, la paroisse MIPA en particulier, accorde beaucoup d'importance au catéchuménat. En atteste sa forte communauté et pour toucher le plus de cœur avec la parole de Dieu, les enseignements sont faits en plusieurs langues locales et en cela, le Père curé Pascal gratifie le Seigneur. Le ramadan également se profile à l'horizon, une période où l'on s'abstient de manger, de boire durant presque près de 10 tours d'horloge dans la journée. Cependant, il est essentiel de bien se nourrir pendant ce mois de diète. Mais quels aliments pour rompre le jeûne pour le repas du matin? Dire 2, on en parle dans le grand format santé avec Fanta Badji. D'aucuns pensent que Ramadan est synonyme de réduction des repas. Le Ramadan ne signifie pas un mois de congé. Donc, vous allez continuer à exercer votre travail et tout. Donc, il faut se donner les moyens de tenir, ne serait-ce que pour la première moitié de la journée, jusqu'à 13h, 14h, quelque chose comme ça. Comme ça, après, bon, la faim, naturellement, va se sentir, mais bon, il restera un temps assez court qu'on pourra, bon, avec la foi et tout, qu'on pourra gérer. Durant ce mois béni, il est important de maintenir les 3 repas quotidiens. Côté alimentation, c'est un aspect important dans le déroulement du jeûne. C'est une période où la personne a quand même toute une journée sans apport en eau ni en nourriture. Donc le temps de repas est réduit. Donc le premier repas, on va le prendre le soir à l'heure du couper. Et ensuite, il faut prendre l'autre repas, le deuxième repas, et à l'aube, il faut prendre un 3e repas. Donc c'est un peu particulier. Il faut que le jeûneur s'organise à avoir ces 3 repas dans la journée. Savoir comment manger est primordial pour le jeûneur.
il va falloir, comme on le fait habituellement, commencer par une boisson chaude. Ça, c'est au choix du consommateur, du jeûneur. Ça peut être du lait, une tisane, etc. Mais une boisson chaude est recommandée puisque toute la journée, depuis l'aube d'ailleurs, la personne n'a pas consommé ni d'aliments ni d'eau. Donc le tube digestif nécessite d'être un peu fouetté pour commencer, pour faire face à l'alimentation. Quelques dates au moment du couper, ça nous apporte beaucoup de sucre. Et ça, c'est positif parce que les sucres, là, ça nous apporte beaucoup de glucose et ça commence à compenser l'énergie dépensée au courant de la journée. On conseille de manger léger, une alimentation très légère au moment de la rupture. Donc, parce que c'est juste pour un peu réveiller un peu le tube digestif, prendre un peu d'eau et vraiment, dans la mesure du possible, s'en arrêter là. Ne pas trop forcer durant la rupture du jeûne, laisser de l'espace pour le dîner. Prendre de l'eau modérément aussi et maintenant attendre le deuxième repas. Le deuxième repas, maintenant, il doit être un repas bien structuré, comme on le fait par exemple à midi habituellement ou bien le soir au dîner. Donc c'est un repas qui va être un repas complet à base de glucides, sucre lent comme on appelle. Donc dans ce cas, ce n'est plus les sucres rapides comme les dattes ou bien le jus de fruits, mais c'est un plat à base de, soit à base de riz, à base de pâtes, à base de couscous, par exemple, couscous marocain. Tout ça, c'est des apports en glucides. Ce repas-là, on va éviter que ça soit gras, trop copieux, trop surchargé. Ce sera une alimentation normale où on va trouver tous les nutriments nécessaires, tout ce qui est conseillé habituellement pour une alimentation équilibrée. Et ensuite, vous prenez votre dessert, ça dépend de vous, prenez ce que vous voulez. Et voilà, maintenant, vous buvez comme vous voulez jusqu'au soir, jusqu'au coucher, etc. Il y a une catégorie de jeûneurs qui se passent souvent du repas du matin. C'est les gens qui vous disent que je me lève, je prends de l'eau et je me recouche parce que j'ai pas faim. Et ça aussi, ce n'est pas indiqué. Vraiment, le conseil, là où on insiste surtout, c'est le repas de l'aube là. C'est un repas qu'on ne doit pas négliger, qu'on ne doit pas escamoter. Pourquoi? Parce qu'on peut considérer le corps humain comme, par exemple, un portable qu'on doit recharger. Votre portable, quand il se vide le soir, le matin, vous avez besoin qu'il y ait de la charge pour pouvoir fonctionner. Sinon, ça ne va pas fonctionner. C'est un peu la même chose. Cette comparaison qu'on fait. Quand vous ne rechargez pas vos piles le matin, avant 10 heures, vous ne pouvez plus tenir. Vous sentez la fatigue plus que tous les autres. Et c'est ça qu'on évite. Donc, puisqu'on va faire une journée de jeûne sans aliments, donc le matin, on doit se sustenter. On doit prendre des aliments qui vont nous apporter des glucides, les deux types de glucides. Du sucre rapide, et également du sucre lent. Ce n'est pas tout qu'il faut prendre à la fois, mais il faut penser à ce que ce repas-là soit quelque chose qui est sérieux, un peu structuré. Si c'est à base de pain, que ça ne soit pas du pain sec uniquement, que ça ne soit pas du pain tartiné uniquement avec du beurre ou du chocolat. Non, non. Vous essayez de mettre quelque chose à l'intérieur. Ça peut être quelque chose comme un sandwich, un morceau de fromage, ainsi de suite. Les restes de viande de la nuit, etc. Une bonne nutrition et des repas adaptés aux heures indiquées. Les nutritionnistes recommandent aux jeûneurs de s'organiser en fonction de leurs habitudes alimentaires. Voilà donc pour les astuces pendant ce mois béni du Ramadan. Jeux africains d'Accra, le Sénégal boucle la 3e journée avec 2 médailles de bronze et ce sont les dames qui sont à l'honneur. Oumy Diop en natation et Safiatou Goudiaby en lutte sont toutes les deux montées sur le podium. Les temps forts de cette journée avec nos envoyés spéciaux Aliou Ndiaye et El Hadji Thierno Dramé. C'est encore une belle journée pour les athlètes sénégalais. Après l'argent par équipe au karaté chez les filles le samedi, c'est la natation et la lutte qui montent sur le podium avec 2 médailles de bronze. Oumy Diop en natation a fini 3e de la finale de 50 mètres papillon. Elle donne raison à la direction technique qui avait fait l'impasse sur la finale de 100 mètres simple d'hier. Oui, on a fait le choix en concertation avec coach Chiano de faire l'impasse sur la finale du 100 mètres nagi parce que j'avais beaucoup plus de chance sur le 50 papillon et on va dire que ça a payé. Ça fait plaisir d'avoir la récompense un peu de tous ces mois de travail dur que j'ai fait à me lever à 5h du matin. Donc on va dire que je suis plutôt très contente. Alhamdoulilah. Oumy Diop réalise un chrono de 27:30 dans une finale remportée par l'Égyptienne Farida Ousmane. Mathieu Ousmane Sey a quant à lui fini 7e de la finale de 100 mètres freestyle. Dans une autre discipline, la lutte, Safiatou Goudiaby, dans la catégorie de 62 kg,
a elle aussi remporté la victoire dans la finale de bronze. Une deuxième victoire pour elle malgré une défaite d'entrée. C'est vrai que j'ai perdu le premier combat, mais j'ai remporté les deux autres. Je rends grâce à Dieu car j'ai obtenu la médaille de bronze, bien que je visais la médaille d'or. Nous sommes très satisfaits de la médaille parce qu'à Accra, nous avons déplacé que 2 lutteuses. Donc, on peut dire qu'on a réussi à 50%. Et vraiment, nous sommes très satisfaits de Safietou et de Maman Marie. Celle qui l'a terrassée, l'Égyptienne, elle l'a battue par 7-5. Et nous savions que Safietou avait les moyens de pouvoir contrer cette Égyptienne. Et comme elle l'a si bien dit, bon, on va continuer le travail. Après 3 jours de compétition, le Sénégal continue de collecter les médailles, mais attend toujours l'or. Le bilan est de 7 médailles au total, 2 en argent, 5 en bronze, mais la compétition est cependant loin d'être terminée. Voilà donc pour cette journée avec les Jeux d'Accra. Et puis dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions. Nous allons dans la région de Thiès avec la Sénélec qui a déboursé 250 millions de francs CFA pour électrifier une dizaine de villages, plus d'une dizaine de villages. C'est dans le cadre du programme d'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025. 50 autres localités vont en bénéficier. Fatima Tabanelba. L'équité territoriale et la justice sociale concrétisées dans le Cayor des profondeurs, où les populations ont longtemps souffert de leur enclavement, mais également de leur manque d'électricité. C'est désormais chose faite. La lumière jaillit dans les villages de Loyenjok, Loyenbar, Gardenias, Sanchi, Tibar et autres. À travers ces mises en service, la Sénélec met en œuvre la politique d'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025 dans ces localités de la commune de Mérina Dakhar, dans le département de Tivaouane. Après Dia, après Ndjebel dans le Saloum, après Kersosé, après Kaymor, aujourd'hui nous voilà à Mérina Dakhar pour continuer notre marche résolue vers l'accès universel à l'électricité conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer parce que vous le méritez, parce que vous en avez besoin, mais surtout parce que ça a été un engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et nous allons déployer tout ce qu'il faut pour réaliser cela. Parce que ce Sénégal de tous et ce Sénégal pour tous, nous ne dormirons que lorsque nous aurons à réaliser l'équité territoriale et la justice sociale. C'est près de 5 villages répartis sur 30 km qui ont été électrifiés, ce qui équivaut à près de 250 millions. Et nous ne nous arrêtons pas là. Les villages de Tiaré, Sassé, Niak et tant d'autres seront aussi électrifiés. Cet accès à l'électricité va permettre de réduire les inégalités sociales et d'améliorer par la même occasion les conditions de vie des populations, par l'augmentation de la productivité de la commune dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. Le Cayor des profondeurs. Nous, population du Cayor des profondeurs, sommes reconnaissants à la Sénélec, mais demandons solennellement une convention spéciale pour l'électrification des 50 villages restants, en plus de ce que nous avons déjà. Que cette vision est déclinée dans le plan national d'aménagement et de développement territorial, qui dit que l'accès à l'énergie est à la base des activités quotidiennes courantes. Le fonctionnement des unités industrielles, le transport et l'ensemble des services qui rythment la vie économique et sociale. Donc, d'où l'importance d'améliorer l'accès à l'électricité pour favoriser le développement économique et social du Sénégal. À quelques jours du début du mois de Ramadan, la Sénélec a offert des bons de congélateurs aux femmes des différentes localités électrifiées. Avant-hier, le directeur général de la Sénélec et sa délégation se sont rendus à Gossas et à Touba pour régler les problèmes d'alimentation en électricité dans ces zones.
L'électricité, toujours, c'est une bonne nouvelle pour les populations de Niassène et de Rimabar Silla, dans deux villages situés dans Sakal, c'est-à-dire dans la localité de Dagana. Dans ces bourgades, des mini-centrales solaires photovoltaïques sont installées. C'est une réalisation de l'ASER, l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, dans le cadre du projet d'électrification de 350 villages. On en parle avec Abdouad. Cette piste de 15 km nous mène à Niassène, un village de la commune de Diama, dans le département de Dagana. L'inauguration par l'ASER de ces deux mini-centrales solaires photovoltaïques représente un tournant historique pour ces 3000 habitants. La vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, de faire du Sénégal de tous un Sénégal pour tous, est une réalité dans l'électrification rurale. L'équité territoriale et la justice sociale, tant prônées par le gouvernement, sont mises en effectivité par ASER à travers ses différents projets et programmes. L'arrivée de l'électricité dans ce village va faciliter le bon fonctionnement des structures de santé et permettre aux jeunes de s'investir dans plusieurs activités comme la couture ou la menuiserie. Nous travaillons hors du village, mais avec l'installation de ces mini-centrales, nous avons la possibilité de revenir dans le village et ouvrir notre propre atelier. C'est un choix que nous saluons, car le village se trouve à 100 km du chef-lieu de commune. Et compte tenu de l'éloignement de la brigade qui en a la compétence, les populations sont exposés à des risques d'insécurité. Donc, c'est le lieu de remercier l'ASER d'avoir bien voulu porter son choix sur le village de Niassène dans la commune de Diama. Niassène fait partie des 20 villages de Saint-Louis concernés par ce projet d'électrification. À Louga, ils sont 42 au total. Parmi eux, le village de Rimbarsilla, dans la commune de Sakal. Une vieille doléance de ses habitants, satisfaite par l'ASER, tout en veillant au respect de l'équité territoriale. J'exprime toute ma gratitude à votre endroit en raison du choix que vous avez porté sur le village de Rimbar qui fait partie de la région de Louga. Cet acte traduit la volonté du chef de l'État qui, à travers sa politique de territorialisation de politique publique, veut que l'accès à l'électricité soit universel pour toutes les localités. En 2012, le taux d'électrification n'était que de 24%. Avec les efforts et la priorité accordée à l'électrification rurale à travers le PSE par son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, aujourd'hui nous avons franchi la barre de 65%. Donc l'électrification de Rimbarsilla et d'autres localités rentre dans ce cadre et nous félicitons l'ensemble des populations qui en bénéficient aujourd'hui. Rimbarsilla et Niassène, deux des 350 villages visés par ce projet d'électrification, d'un coût global de 79 milliards de francs CFA. Au chapitre des infrastructures, réhabilitation de la route Louga-Cœur-Montmarsan, Richard Toll, 125 km de linéaire pour désenclaver toutes les zones qui sont traversées, avec des impacts économiques considérables dans cette partie nord du Sénégal. Ibrahim Anongo, reportage. Le gage de la certitude. Ce thermomètre permet de renseigner sur la température du goudron pour respecter toutes les procédures établies au préalable dans les laboratoires. Le produit est d'un coup chauffé à plus de 100 degrés pour avoir la qualité escomptée. Nous sommes à l'étape de l'enrobage. Les enrobés sortent à la centrale à une température moyenne à 140 à 160 degrés. Donc c'est pour faciliter la mise en œuvre. Donc il faut que cette température soit au minimum de 120 degrés pour que les travaux puissent se passer normalement. Donc raison pour laquelle vous avez vu les techniciens sur place en train de prendre la température. L'entreprise chargée d'exécuter les travaux ne lésine pas sur les moyens du matériel à la pointe de la technologie pour réussir un travail de qualité. Nous sommes une entreprise reconnue dans le domaine avec plusieurs années d'expérience. C'est pourquoi nous utilisons du matériel qui répond aux standards dans l'exécution des travaux.
Sur le terrain, l'exécution de certaines tâches se font en présence de la mission de contrôle. L'objectif est de veiller au respect des procédures validées. L'entreprise a l'obligation de se conformer strictement aux prescriptions techniques du contrat des travaux et aux procédures validées par la mission de contrôle. Donc nous veillons à ce que pour l'exécution de chaque tâche, ces prescriptions soient respectées et que les procédures validées aussi soient respectées. Nous sommes sur le tracé Louga-Keur-Momar-Sarr-Richard Toll d'une distance de 128 km. Sa réhabilitation aura des impacts positifs pour les populations. Sur le plan social, vous avez vu les réaménagements que le projet fait au niveau des, en tout cas, des institutions sociales, mais sur le plan économique. Tu vois, ça c'est un trafic qui vient de, par exemple, le KMS3, Nyomrey, Guidile, jusqu'à Richard Toll. Déjà, il y a beaucoup de spéculations qu'on prend là-bas et les amène à Dakar. En termes d'impact, d'une part, on va désenclaver déjà toute la zone de Louga à Keur-Momar-Sarr. Le temps de parcours pour ceux qui se rendent dans la zone nord, entre Louga et la zone nord, sera réduit pratiquement d'1 heure parce qu'en passant de Louga-Saint-Louis jusqu'à Richard Toll, on se tape 180 km, alors que de Louga à Keur-Momar-Sarr, on est à 128 km environ. Donc, en se basant sur cela, déjà, le temps de parcours il est réduit d'une part. En plus de cette réduction du temps de parcours, cette route va davantage faciliter le trafic dans une zone à forte potentialité agricole. Nous sommes vraiment contents et nous attendons beaucoup de la réhabilitation de ce tronçon, surtout avec le développement des activités de maraîchage dans la zone. Ça permet l'acheminement des productions agricoles au niveau des centres régionaux, notamment Kaolack, Touba, Thiès, Dakar et Diourbel. Cette route traverse plusieurs communes dans cette partie de la région de Louga, une opportunité pour certains, comme cette restauratrice. Nous tirons vraiment profit de ce chantier car la clientèle a beaucoup augmenté. Avant, je vendais entre 3 à 4 kilos, mais actuellement, je fais le double et parfois même, on vend jusqu'à 15 kilos. Dans un souci de livrer le projet dans les meilleurs délais, l'Agence des travaux et de gestion des routes au Sénégal l'ont divisé en 2 lots. Le premier lot, c'est la section de Louga à Keur-Momar-Sarr qui fait 54 km, financée par l'État du Sénégal à travers une convention avec le fonds de l'OPEP. Le coût des travaux est de 13,7 milliards. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, on est pratiquement à la dernière couche qui va commencer, qui est couramment appelée le goudron, que nous appelons le béton bitumineux. Donc la couche de revêtement est en cours, que nous avons commencé il y a cela 2 semaines. La deuxième section de Keur-Momar-Sarr et Richard Toll, par contre, est aussi financée par l'État du Sénégal à travers une convention avec la BAD. Le coût des travaux là-bas atteint pratiquement 38 milliards de francs CFA. 51 milliards, c'est l'enveloppe qui a été mise sur la table par l'État du Sénégal et ses partenaires pour la réalisation de l'infrastructure. À terme, beaucoup de défis vont être relevés. Le directeur général des douanes sénégalaises poursuit sa tournée dans les unités intérieures après celle du centre. La région douanière du Sud-Est a reçu le docteur Mbaye Diaye. Il s'est dit satisfait des réalisations enregistrées par les services de la première région douanière, Moussa Mané. Moussala, porte d'entrée et de sortie du corridor sud. Nous sommes à 900 km de Dakar. Ici, le directeur général des douanes au plus près des réalités du terrain et au contact de ces hommes. Pour constater d'abord les conditions de travail dans lesquelles nos éléments fonctionnent au quotidien, mais aussi surtout les remobiliser dans l'optique d'une atteinte des objectifs fixés par les autorités supérieures. Moussala abrite un bureau de dédouanement et une brigade commerciale, tout comme Kidira, et les résultats sont au rendez-vous. Je rappelle qu'en termes de progression, c'est la première région douanière. Parce que de 6 milliards en 2022, les unités de cette zone ont pu réaliser 18 milliards, ce qui constitue en fait une progression de 300%. Le même schéma sera dupliqué ici à Bakel, peinture stratégique pour l'administration des douanes. À Bakel, on a trouvé que les populations n'avaient pas un bureau de dédouanement. C'était la brigade qui, accessoirement à ses fonctions de surveillance, assumait en tout cas la fonction de liquidation des droits et taxes.
Donc on a décidé d'ériger là-bas un bureau de plein exercice. C'est le même cas à Kédougou également. Là aussi, je crois qu'il y aura une réorganisation du service qui va permettre d'ériger un bureau de plein exercice. Et cela rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le dédouanement de proximité. De Kumpentum à Geneto, de Goulombou à Salemata et Saraya, et partout ailleurs dans les subdivisions de Tambacounda et de Kédougou, les enjeux et les menaces émergentes ont été au centre du message apporté par le directeur général des douanes. Nous sommes dans des milieux frontaliers où il y a des menaces de toutes sortes. Et je crois que la douane, au-delà de sa mission fiscale, doit travailler en synergie avec les autres forces de défense et de sécurité pour assurer la surveillance du territoire, mais aussi contribuer à éradiquer tous les trafics illicites qui constituent des menaces sérieuses, non seulement pour l'économie, mais aussi pour la population sénégalaise. Le docteur Mbaye Ndiaye a profité de sa présence au sud-est du pays pour se rendre à Doboli, au Mali, où il était question de raffermissement de fraternité d'armes et de coopération douanière, mais aussi le renforcement des administrations douanières pour mieux faire face aux défis communs. Dans quelques instants, la rubrique découverte. Direction Fès au Maroc pour aller au mausolée de Cheikh Ahmed Tidiane. Des ziyaras sont organisés pour permettre aux pèlerins de visiter la Zawiya et le mausolée. La Zawiya est un lieu à la fois symbolique et mythique qui rassemble beaucoup de fidèles pour la prière et le wazifa. Visite guidée avec nos envoyés spéciaux Pape Faye et Abdul Aziz Ban. À quelques 300 km de Casablanca se trouve Fès. Capitale culturelle et spirituelle du Maroc, Fès est une ville millénaire. En parcourant Fès, on peut facilement se laisser emporter à travers son histoire grâce à ses nombreuses mosquées, murailles et portes fortifiées, mais surtout par l'architecture. Cette localité est connue pour la ziara au mausolée de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. C'est toute une organisation derrière cette ziara. Il y a des voyages organisés pour les pèlerins qui viennent du Sénégal. Maroc Fès pour Ziara. Nous faisons des voyages organisés pour les pèlerins qui viennent du Sénégal pour la Ziara. C'est pour qu'il n'y ait aucune difficulté. Nous les accompagnons pour qu'ils soient dans les meilleures conditions et que le séjour soit inoubliable. Donc faire la Ziara de Sidna Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu, ça nous permet également d'être en complicité avec les Marocains. Comme je l'ai dit, la relation exemplaire entre le Maroc et le Sénégal est une relation historique parce que les Sénégalais aiment les Marocains aiment les Sénégalais. Nichée dans les profondeurs de l'ancienne Médine, nom donné à l'ancienne ville de Fès, la Zawiya de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif n'est pas difficile d'accès. Quelques ruelles à descendre et l'on est devant la bâtisse qui abrite le mausolée tant visité chaque jour par des musulmans de différentes nationalités. Nous sommes à la Zawiya de Mère de Sidna Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu, la Zawiya qu'il a fondée ici à Fès, où nous sommes aujourd'hui au cœur du Bilidan. Lieu de culte, Fès abrite cette Zawiya à la fois symbolique et mythique. Cette Zawiya, c'est la première Zawiya que Sidna Cheikh a construit de son vivant et que tous les Tidjanes rêvent de venir visiter. La Zawiya de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif tient son caractère particulier du fait qu'elle abrite le mausolée du père fondateur de la Tariqa, Tidjaniya. Sidna Cheikh a dit, si les gens savaient ce qu'il y a dans cette Zawiya, ils vont bâtir leur tente autour d'elle. Donc cette Zawiya a une particularité. C'est pour ça que les gens se déplacent pour venir passer le Gamo ici, le Maulid, les 2 nuits du Maulid, et puis Laylatul Qadri. Donc, mais Laylatul Qadri se fait dans toutes les mosquées. Mais les gens cherchent la particularité. Pour ces Sénégalais rencontrés, c'est une grande joie qui les anime après avoir effectué la ziara. Alors, à chaque fois que je viens ici, j'éprouve un sentiment, un plaisir intérieur que je ne peux pas quantifier. Et je profite également pour renouveler aussi mon allégeance à la Tariqa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radhiyallahu anhu. Quand tu viens ici, tu es envahi par un sentiment inexplicable.
Que Dieu accepte nos prières à travers cette ziara au mausolée de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. À quelques jours du Ramadan, la ziara a aussi été marquée par la wazifa au niveau de la Zawiya. Ici, des prières ont été formulées pour que la paix règne dans le monde. Voilà, donc c'était notre découverte à la Zawiya de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif à Fès. Voilà, mesdames et messieurs, merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination de ce matin. Dans un instant, Philomène Constance Diagne va prendre le relais pour la version Wolof. Les sports à la télévision nationale, c'est une longue histoire. Au